On va parler dans quelques instants de cette insécurité alimentaire dans le monde. On estime en 2014 que plus de 850 millions de personnes sur Terre souffrent de malnutrition chronique. Un des aliments de base de cette alimentation dont dépend la sécurité alimentaire, c'est le blé. Mais depuis quelque temps, le blé a un ennemi juré, on l'appelle la rouille du blé. C'est un champignon qui menace les récoltes et qui, malgré les progrès de la science, continue de muter, de se proliférer, Les plus grands spécialistes mondiaux du blé se sont donné rendez-vous au Mexique pour faire le point sur cette rouille du blé. Le reportage au Mexique de Laurence Cuvillier. Quand le blé se recouvre de ce champignon brunâtre, la récolte sera sans doute très mauvaise. La rouille du blé, c'est le cauchemar des agriculteurs depuis des siècles. Et malgré les progrès de la science, personne n'a encore pu en venir à bout. Nous sommes dans un centre de recherche au nord du Mexique. Ici, pas d'OGM, mais des croisements naturels. Ces sélectionneurs français sont venus choisir de nouvelles variétés. La résistance aux rouilles fait partie de leurs critères de sélection, mais ce n'est qu'une protection provisoire. Le champignon, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui s'adapte aux situations nouvelles. Et quand un champignon trouve une résistance, une variété donnée résistante, il essaye de contourner ces résistances. Voici un épi affecté par la rouille noire. Il n'a donné que quelques graines atrophiées. L'Afrique de l'Est est actuellement la région du monde la plus affectée par les rouilles. Une race très agressive apparue il y a 15 ans s'est déjà répandue de l'Ouganda jusqu'en Iran. L'objectif de ces 700 scientifiques réunis pour ce congrès mondial, c'est de contenir leur extension. En Éthiopie, l'année dernière, il y a eu une épidémie. Les premiers signes, nous les avons détectés début octobre. Et début novembre, nous avions déjà une large épidémie. En Éthiopie, environ 150 000 hectares de récoltes ont été perdus l'année dernière. Les chercheurs se battent pour faire parvenir aux agriculteurs des variétés résistantes au plus vite. La solution idéale et l'objectif de notre travail, c'est de créer des variétés résistantes. Ainsi, la résistance est dans la graine elle-même et les agriculteurs ne sont pas obligés de recourir aux pesticides. Avec l'accroissement de la population mondiale, ces baisses de rendement deviennent de plus en plus problématiques pour la sécurité alimentaire. Les chercheurs le savent, face aux rouilles du blé, il ne leur est pas permis de baisser la garde. Alors, on va parler du blé dans un instant, mais on va aussi élargir le débat. Comment nourrir 9 milliards d'habitants, je le disais tout à l'heure, à l'horizon 2050. Débat avec nos deux invités. D'abord, Renaud de Kerpoisson. Bonsoir. Bonjour. Alors, vous êtes exploitant agricole, mais surtout fondateur d'une société de conseil en agriculture, ODA, Offre et Demande Agricole. Vous allez nous dire dans quelques instants ce que vous faites dans ce monde de l'agriculture. Et puis, en duplex de Bruxelles, Olivier de Scuter. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes juriste, vous êtes professeur de droit international, mais surtout pour quelques semaines encore, rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à l'alimentation. Alors Olivier de Scuter, ma première question sera pour vous. Vous êtes rapporteur spécial depuis 6 ans. Est-ce qu'on meurt moins aujourd'hui de faim dans le monde qu'il y a 6 ans ? Les chiffres n'ont pratiquement pas changé. Vous citiez le chiffre de 850 millions de personnes qui sont en situation de sous-alimentation. C'est une estimation assez basse. Ces chiffres ne tiennent pas compte de la faim saisonnière, ne tiennent pas compte du fait que les pauvres œuvrent dans des travaux physiquement pénibles et exigeants et ont besoin de plus que 2200 kilocalories par jour, ce sur quoi ces calculs sont fondés. Donc malheureusement, en nombre absolu, le nombre de personnes qui a faim n'a guère varié au fil des années. Alors, une question aussi maintenant en plateau à Renaud de Kerpoisson. Quel est votre métier ? Je parlais tout à l'heure donc de cette société conseil en agriculture, ODA, Offre et Demande Agricole. Qu'est-ce que vous faites en réalité ? J'ai lu quelque part que vous étiez un espion agricole. Alors, nous ne sommes pas des espions agricoles. Je travaille essentiellement pour une clientèle d'agriculteurs qui, depuis quelques années, subit la volatilité des prix. Et cette volatilité... Ça veut dire que les prix ils augmentent, puis ils descendent, puis on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, exactement. Ouais. Et donc, nous avons cherché à comprendre pourquoi, d'une part. Et nous avons également cherché à amener les agriculteurs à se protéger de cette fluctuation des prix, qu'ils soient éleveurs ou qu'ils soient céréaliers. Donc vos clients, ce sont des agriculteurs. C'est à eux que vous donnez des conseils. Oui, et pour nous, c'est très important parce que auprès de ces agriculteurs, nous trouvons une information exceptionnelle et extrêmement rapide. Malheureusement, nous avons des sources, des statistiques qui viennent de Bruxelles, qui viennent de l'USDA. En tous les cas,
les sources européennes, elles arrivent souvent avec beaucoup de retard, trop de retard, et les marchés se font avant. Et donc nous avons besoin d'évaluer ces risques. Internet aujourd'hui nous permet de mettre en relation toute une communauté d'agriculteurs en Europe, et ça nous permet de mieux appréhender les risques. Alors on va retourner chez Olivier de Scutter à Bruxelles. Est-ce qu'aujourd'hui, Olivier de Scutter, les prix des produits agricoles, des produits de première nécessité, sont au juste prix, je dirais? Est-ce qu'ils correspondent au marché? Écoutez, ce à quoi on a assisté au fil des années, c'est à une financiarisation de cette détermination des prix. Je veux dire par là que les marchés financiers ont de plus en plus eu d'influence dans la manière dont les prix sont déterminés, et ce qui était auparavant une aide pour les agriculteurs, et c'est ce que fait la société de Monsieur de Kerpoison, est devenu problématique en raison de l'ampleur que les marchés financiers ont pris. C'est-à-dire que les prix aujourd'hui sont déterminés en grande partie sur base de rumeurs, sur base de la spéculation des fonds d'investissement qui ont investi de manière massive dans l'agriculture depuis le milieu des années 2000, de manière telle que les prix ne sont plus fonction de l'offre et de la demande ou de l'évolution des fondamentaux de l'économie agricole. Ils sont de plus en plus le résultat d'une spéculation contre laquelle, heureusement, les gouvernements commencent à lutter. Des rumeurs et parfois aussi des statistiques de production qui sont fausses. Les chiffres qu'on annonce sont faux pour jouer sur les prix. Il y a effectivement, je pense, un certain nombre de pays, notamment la Chine, qui est lourdement importatrice, qui n'a pas forcément intérêt à donner des résultats exacts de ses productions. En Chine, les responsables des régions sont payés en fonction du niveau de production. Donc on peut être amené à donner des chiffres de production beaucoup plus élevés, par exemple. Alors, une question très générale. Quelles sont les grandes menaces aujourd'hui qui pèsent sur la sécurité alimentaire dans le monde? Est-ce que c'est les maladies? Est-ce que c'est le réchauffement climatique? Est-ce que ce sont les crises géopolitiques? On voit bien, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Ça peut avoir une incidence sur les prix du blé. Est-ce que c'est la spéculation sur les prix? Dites-nous un petit peu quelles sont les menaces principales que vous voyez sur la sécurité alimentaire et aussi donc sur ces prix. Alors, je crois que vous avez bien résumé. Les prix bougent pour des raisons politiques. Par exemple, en 2010, lorsque le gouvernement russe décide brutalement de fermer ses exportations, les opérateurs se sont rués sur les marchandises disponibles. Ça, c'est la gestion des stocks, en fait. Oui, c'est la gestion des stocks. Quand vous appelez Cargill, que vous avez un contrat à honorer pour le mois prochain, et qu'on vous dit non, vous pouvez plus vous servir en Russie. Cargill, qui est un énorme groupe agroalimentaire. Voilà, vous êtes obligé de revenir sur les sources disponibles. Or, à l'époque, c'était l'Europe qui avait du blé disponible pour répondre à cette demande. Donc, quand toute la concentration est au même endroit, bien évidemment, ça fait bouger les prix. Ouais. Il y a d'autres raisons, le climat. Ouais. On en parlera. Je pense que la hausse des prix que nous observons aujourd'hui vient de cette problématique climatique. Il y a des comportements de gouvernement aussi. Par exemple, les impôts ou les taxes qui sont demandées aux farmers argentins sur le soja ont amené les farmers à bloquer les ventes et donc à reporter une demande exclusivement sur les États-Unis en soja, par exemple, cette année. Alors, Olivier de Scutter, vous êtes assez dur, en fait, dans un rapport que j'ai lu, je crois qu'il date du 10 mars, c'est très récent. Vous dites, je vous cite, la logique de nos systèmes alimentaires doit être complètement inversée. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a développé les systèmes alimentaires pour satisfaire la demande des marchés internationaux. On a investi beaucoup dans l'agro-export. On a, au fond, incité dans tous les pays du monde les agriculteurs à produire des matières premières pour l'industrie de transformation agroalimentaire. Et on n'a pas assez investi dans la capacité pour les petits producteurs agricoles de nourrir leur communauté, de produire une série de produits qui, comme les fruits et légumes en particulier, n'ont pas été privilégiés dans les politiques publiques. Au fond, les ministères de l'agriculture du monde entier sont des ministères qui ont voulu privilégier l'abondance de la production, mais n'ont pas du tout tenu compte des besoins du développement rural, des besoins d'une alimentation adéquate, c'est-à-dire suffisamment saine et variée. Et c'est le principal reproche qu'on peut faire aux politiques du passé. On peut dire que ce sont les grands pays producteurs ou les grands groupes de pays producteurs qui ont imposé leur vision de l'agriculture, c'est-à-dire priorité à la production et à l'exportation à tout prix. Je crois qu'on hérite d'un système productiviste qui était celui mis sur pied dans les années 1960, où la vraie crainte était celle d'une croissance démographique immaîtrisée, qui était effectivement très forte à l'époque. Elle était de 2,3% de l'an à l'époque, elle est aujourd'hui de 1,4% de l'an. Elle a donc chuté notablement. Et donc,
tout le système a été pensé pour augmenter la production, au détriment d'autres objectifs qu'aujourd'hui les systèmes alimentaires doivent remplir. Et je crois qu'une des conséquences est qu'on a développé des méthodes de production en monoculture sur des grandes surfaces avec une mécanisation très forte de l'agriculture qui ont contribué très largement à ce changement climatique qui est la principale menace sur la sécurité alimentaire dans le monde aujourd'hui. Et vous dites qu'il faut renforcer la production locale, il faut renforcer les circuits courts de production, il faut renforcer les coopératives. En fait, il y a beaucoup de choses à faire qui sont, je dirais, le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut rééquilibrer le système, réinvestir là où on n'a pas suffisamment investi, dans les petits producteurs pour réduire la pauvreté rurale, pour réduire le rythme de migration des campagnes vers les villes et pour assurer aux populations qui aujourd'hui sont dépendantes des importations alimentaires dans les pays en développement d'avoir accès à une alimentation saine et produite localement. Je pense qu'il y a sur ce point un diagnostic partagé par un très grand nombre d'acteurs, mais les gouvernements n'ont pas tous les leviers à leur disposition et le secteur privé doit faire sa part dans les investissements qui sont requis pour ce changement de cap. Vous, est-ce que vous avez l'impression... Oui, d'abord un commentaire peut-être... Moi, je partage complètement ce que dit M. de Soutter, c'est-à-dire que les stocks que nous avons constitués dans les années 80 ont été bradés sur les marchés internationaux et nous avons contribué à détruire des agricultures vivrières. Et je pense que... C'est toujours l'exemple des pays africains qui importent du poulet congelé, par exemple, de l'Union européenne. Je ne sais plus si ça existe encore aujourd'hui, mais c'était vraiment un véritable scandale. Oui, ces gens-là avaient malgré tout une agriculture vivrière à l'époque qui fonctionnait. On l'a détruite. Donc moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut relancer ces agricultures locales. Ça me paraît absolument évident. Il n'en reste que... moi, je ne suis pas là pour faire de la politique à long terme. Moi, je suis là pour aider au quotidien des agriculteurs et des éleveurs à mieux gérer les risques de prix. Pour que leur offre corresponde bien à la demande, c'est ça en fait votre objectif. Oui, mais surtout, c'est que nous avons aussi besoin de sécuriser nos marges. Il faut bien avoir en tête que il y a 2 mois, les prix agricoles étaient très proches de nos coûts de production. Là, ils ont augmenté ces dernières semaines. Depuis 2 mois, ils ont augmenté, mais donc il y a 2 mois, on était à l'équilibre. Si ça continue à baisser, on perdait de l'argent. Ouais. Donc le fait qu'ils remontent aujourd'hui, c'est salutaire pour nous. Alors il faut comprendre pourquoi est-ce qu'ils remontent aujourd'hui. Alors, Olivier de Scutter, je parlais tout à l'heure de 9 milliards, de nourrir 9 milliards d'êtres humains en 2050. On se rappelle qu'il y a eu des émeutes de la faim dernièrement en 2007, en 2008, dans plusieurs pays d'Asie, des pays d'Afrique. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait revoir ces émeutes de la faim et sinon, à quelles conditions on peut éviter ces nouvelles émeutes ? Le système demeure extrêmement fragile et malheureusement, la dépendance de beaucoup des pays pauvres, les 48 pays les moins avancés, reste très importante. Et vous savez, quand, par exemple, la Thaïlande, le Vietnam ont des récoltes de riz qui sont faibles, qui sont insuffisantes et que les prix augmentent, immédiatement, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest sont touchés puisqu'ils ont développé ces dépendances très fortes vis-à-vis des importations. Donc, je ne suis pas rassuré pour l'instant. Je pense que la communauté internationale a changé son discours, mais pas encore les pratiques sur le terrain. Il est difficile, c'est vrai, de réinvestir dans l'agriculture vivrière et d'aider les petits paysans. Ça mettra des années. Et malheureusement, pour les grandes firmes de l'agroalimentaire, il est plus coûteux d'aller vers ces petits producteurs. C'est des coûts de transaction importants. Et pourtant, c'est la seule solution que je vois pour l'avenir. Un mot de conclusion, peut-être aussi pour vous Non, je partage vraiment cette vision. Je voudrais peut-être juste dire que moi je suis très inquiet sur le prix des céréales au regard de la situation américaine. Pour nous, les bilans en tous les cas montrent des stocks qui vont baisser pour l'année prochaine. Donc les prix vont encore augmenter. Et il y a des risques forts que ces prix augmentent et bien évidemment les outils financiers sont aussi extrêmement importants dans ces moments-là pour se protéger. Alors, on aurait pu évoquer encore la question des agrocarburants qui prennent la place des terres nécessaires aux terres agricoles qui servent là pour faire rouler nos voitures. On aurait pu parler aussi des gaspillages. J'ai lu quelque part qu'on évalue à 1,3 milliard de tonnes par an le gaspillage alimentaire. Je voulais remercier en tout cas Olivier de Scutter d'avoir été avec nous et donc rappeler que dans quelques semaines, vous mettrez un terme à votre mission de rapporteur de l'ONU donc sur le droit à l'alimentation. Merci beaucoup d'avoir été donc en duplex avec nous depuis Bruxelles. Et merci à Renaud de Carpentier. Avec grand plaisir, bonne soirée. D'avoir été aussi présent sur le plateau avec nous.